Chers amis, chers auditeurs, bonjour, Monique Nakache à l'antenne pour Paris Culture et Spectacle et Voix Plurielle, notre nouveau site internet. Aujourd'hui, nous allons parler de mémoire cellulaire avec Anne Bassi qui nous arrive avec un livre plein de poésie, qui s'est intéressée à la psychogénéalogie, à l'épigénétique. Et en fait, tout démarre avec une phrase extraordinaire. Nous sommes le fruit de notre histoire familiale. Je rappelle en fin d'émission que ce livre, Le silence des matrioshkas, a paru aux éditions Bérangel. Et je dis tout de suite bonjour Anne. Bonjour Monique. C'est un grand bonheur que de lire ce roman qui, bien sûr, a une trame, peut-on dire, autobiographique. Tout à fait. Et vous avez fait un magnifique travail de recherche généalogique, en fait, de mémoire cellulaire. Alors, on sait que les secrets de famille se perpétuent et que de plus en plus, nous sommes tous les uns et les autres à vouloir expurger ce problème qui réside dans les mémoires cellulaires. C'est vrai. C'est un sujet qui me passionne depuis toujours, ce sujet de la mémoire, tant d'un point de vue historique, évidemment, que d'un point de vue plus scientifique et biologique. Et on sait aujourd'hui que effectivement, la mémoire se transmet. La question est de savoir comment elle se transmet et qu'est-ce qu'on transmet. Et les chercheurs en épigénétique en ont fait un sujet prioritaire, je crois. Voilà, donc c'est un sujet qui est tout à fait d'actualité. Et donc, vous nous arrivez avec un livre plein de poésie, avec une écriture très souple. Vous êtes avocate de formation. Et en fait, tout ce livre est empreint aussi bien de poésie que de musique et de la loi du monde juridique. C'est vrai. Alors, Anne, pourriez-vous déjà vous présenter en quelques lignes aux auditeurs? Oui, alors comme vous l'avez dit, Monique, donc moi je suis avocate de formation. J'ai exercé pendant une dizaine d'années. Et ensuite, il y a maintenant 12 ans, j'ai créé une agence de communication. Je m'occupe principalement des personnes qui agissent dans l'univers du droit, donc beaucoup pour des avocats, mais bon, pas uniquement, après des entreprises en tout genre et de toute taille qui ont le souhait de travailler notamment sur leur identité, puisque la communication part de l'identité et du positionnement, et qui ont ensuite le souhait d'exprimer de la façon la plus juste possible leur positionnement pour expliquer ce qu'elles font et comment elles se développent. Donc voilà. Puis-je vous demander, j'ai du mal à lire ce roman sans penser que c'est inspiré de faits réels, certes, mais en partie autobiographique. Oui, en partie, oui. Il y a toute une partie de l'histoire qui est vraie et qui me concerne. Bon, le fait que l'héroïne est avocate, que l'héroïne a des grands-parents qui étaient avocats, ma grand-mère était russe. Elle a vécu, bien sûr, à Kiev. Elle est partie, bien sûr, en Allemagne, en France. Donc, toute cette première partie. Et en partie, oui, autobiographique, même si à chaque fois, il y a de la fiction, il y a un peu de fresque romanesque. J'ai entrepris une démarche avec un généalogiste pour des recherches d'ordre personnel. Tout ce que je révèle n'est pas que d'ordre personnel, mais il y a une vérité aussi. Voilà, donc c'est un peu autobiographique, c'est inspiré de faits réels, et ces faits réels sont aussi issus de la vie des gens que j'ai rencontrés et qui m'ont parlé de leur vie. Et puis après, il y a toute la partie fresque romanesque. Alors justement, Anne, tout démarre en janvier 2000 au cimetière de Bagneux, lors de l'enterrement de votre grand-mère, Raïssa, et il y a des pages d'amour. C'est vrai. Tout démarre avec donc cet enterrement, mais vous êtes déjà dès la première page,
on sent cet effort mémoriel, puisque vous rappelez la pose de cailloux sur la tombe. Pour vous, c'est le passage dans la mémoire des vivants, mais je dois rappeler aux auditeurs que, en fait, quand dans les siècles précédents, quand les tribus juives déambulaient dans le désert et qu'elles perdaient des êtres chers, lors de l'enterrement, on posait des cailloux pour préserver la tombe des animaux sauvages, pour ne pas que ce soit mis à nu. Et en fait, vous démarrez ainsi, dès le départ, dans un travail de généalogie, en fait. Et c'est magnifique parce qu'on aborde également le neurofeedback, enfin le MDR, mais on va y revenir. Qui était Raïssa? Alors Raïssa, elle était à la fois ma grand-mère, de laquelle j'étais extrêmement proche, bien sûr, et puis on habitait ensemble dans une même maison, dans un immeuble familial. Et Raïssa est également un personnage, voilà, que j'ai construit et que j'ai essayé de faire vivre à travers sa propre personnalité, mais en ajoutant aussi des personnalités de gens que j'ai connus grâce à elle, de sa génération, qui ont eu parfois son histoire ou pas, mais qui l'ont accompagnée durant toute sa vie. Et voilà, j'en ai fait ce personnage très riche, très beau, très intellectuel, très sensible, très tourné vers les autres, ce qu'elle était aussi, bien sûr, mais voilà, j'ai voulu construire des personnages vraiment en hommage et en souvenir de tous ceux que j'ai pu connaître, croiser, avec lesquels j'ai échangé, et puis tous ceux dont on m'a parlé aussi, que je n'ai pas forcément connus. Voilà. Alors, Anne, d'emblée, pourquoi Matryoshka? La Volée Matryoshka, moi, dès que j'ai commencé à avoir l'intention d'écrire ce roman, ce qui n'était pas tout à fait le cas au début, j'ai tout de suite voulu appeler le roman, au départ je voulais appeler les Matryoshkas, et puis bon, finalement je l'ai appelé le silence des Matryoshkas, ça me semblait plus juste, plus pertinent. Mais pour moi, les Matryoshkas, c'est vraiment le symbole de la fertilité, le symbole des femmes dont chaque petite fille sort du ventre de sa mère, et elle-même, elle prolonge cette chaîne, ce que j'explique dans le livre. Et je trouve que l'emboîtement de ces poupées révèle parfaitement la grossesse, les secrets, l'enchaînement, la transmission entre femmes d'une même lignée. Et puis, ce sont des objets que je trouve très beaux, que j'ai toujours connus depuis toujours, en fait. Et à chaque fois que j'allais en Russie, j'en ramenais, j'en ai une collection chez moi, et je les trouve très émouvantes, en fait, très touchantes. Alors, Anne Bassi, donc votre grand-mère Raïssa, son frère Grisha, étaient les enfants de Rebecca. Alors là, nous entrons dans le vif du sujet. Qui était Rebecca? Rebecca, donc, c'était mon arrière-grand-mère, que je n'ai pas connue, bien sûr, et dont on m'a très peu parlé, comme je le dis dans le roman. Et ensuite, Rebecca, en tant que création romanesque, voilà, c'est une femme qui laisse son empreinte sur plusieurs générations, évidemment sans le savoir. Et chacune des femmes qui sont directement issues d'elle, donc Raïssa, Claudie, Anne, et d'une certaine manière aussi Sacha, la porte consciemment, inconsciemment. Et ce que j'ai voulu exprimer, c'est finalement comment des femmes d'une même lignée peuvent être liées directement ou indirectement, comment certaines nostalgies, chagrins ou souffrances peuvent être peut-être la commémoration de la nostalgie de nos aïeux. Et c'est ce que j'ai voulu exprimer. Alors, vous l'avez très bien exprimé, parce que si vous le permettez, nous allons lire un petit passage de la page 39. Vous avez senti très tôt une douleur chez Raïssa, mais qui n'était jamais exprimée. En fait, c'est vous qui avez fait le travail pour les 4 générations de femmes. Et en page 39, justement, si vous pouviez lire le 3e paragraphe.
Oui, je le lis en entier. Oui. Elle pensait que Raïssa était triste comme tous ceux qui avaient connu la guerre. Les traumatismes qui les accablaient s'exprimaient de diverses façons. Certains se muraient dans le silence, d'autres pleuraient ouvertement. Anouchka savait, mais ne comprenait pas. Et personne n'avait mis des mots sur ce qu'elle savait. Elle savait sans le savoir. Il était interdit de savoir et de ne pas savoir, d'en parler et d'oublier. Donc là, vraiment, c'est bien campé. Et nous allons entrer dans ce travail que vous avez effectué. Parce que vous racontez également ce qui est à l'origine de votre motivation pour être avocate, puisque vous accompagnez vos grands-parents, donc Raïssa et Charles, au palais. Vous assistiez à des audiences, vous ne compreniez pas tout, mais inévitablement, vous étiez imprégné de par l'audition. D'accord? Et en fait, le temps passe. Qu'est-ce qui vous a amené justement à faire ce travail de mémoire? Je crois que j'ai toujours fait un travail en réalité sur la mémoire parce que quand on est avocat, on le fait toujours en réalité quand on s'occupe de personnes physiques et qu'on touche à leur vie la plus intime, la plus secrète. Donc je crois que c'est quelque chose qui était assez naturel chez moi grâce à cet univers professionnel. Ensuite, je crois que c'est quelque chose qui me correspond très bien. J'ai toujours été attachée à la mémoire depuis mon plus jeune âge, à travers l'éducation que j'ai eue, à travers la culture de ma famille. Et puis ensuite, moi, je me suis de moi-même toujours intéressée à ces problématiques-là d'un point de vue plutôt biologique et scientifique sur qu'est-ce que la mémoire, en fait. Donc, en fait, je ne me suis pas intéressée à un moment à la mémoire pour entreprendre ce travail de mémoire. C'est un sujet qui me passionne depuis toujours et dans lequel j'ai toujours été, dans lequel j'ai toujours baigné, je crois. Peut-on dire que c'est la naissance de votre fils Sacha qui a entraîné ce travail neuropsychologique? Je sais pas, je crois que ça a commencé avant. Je sais pas si c'est la naissance de Sacha, de ma fille, qui a déclenché ça. Je sais pas ce qui a déclenché ça, sincèrement. Je crois que ça a toujours été là et à un moment, j'ai eu envie de... Je crois que s'il y a eu un déclenchement, ça a vraiment été à un moment cette nostalgie qui prenait trop le pas dans ma vie, qui empiétait. Ce que j'ai dit une fois, un peu comme si j'étais un territoire occupé par ce chagrin qui ne cessait pas, même 20 ans plus tard, en fait, 20 ans après le décès de cette grand-mère que j'adorais. Et à un moment, j'ai eu besoin de chercher, en fait, et je me suis mise à entreprendre une recherche grâce à l'aide du généalogiste sur qui était Rebecca. J'ai presque envie de dire qu'il y a une phrase qui résume un petit peu ce que vous allez nous dévoiler bientôt. Mamiouchka, mamouchka, pochkemu, pochkemu. Oui, alors ça c'est du russe, ça veut dire ma mère chérie, mais pourquoi? C'est une phrase que Raïssa dit peu de temps avant de mourir et qui exprime en fait cette immense question qu'elle a sans doute depuis toujours et qui s'exprime au moment où le conscient n'a plus de force parce qu'il paraît que quelques minutes avant de mourir, le cerveau se libère en fait comme s'il se détendait puisque l'inconscient est en train de partir, et le conscient pardon, est en train de partir, n'est plus retenu et que l'inconscient se libère et ça les scientifiques sont tous d'accord avec ça. On le voit souvent quelques minutes avant de mourir, il y a des grands secrets de famille qui se révèlent. Parfois, il y a des gens qui sont frappés de maladies terribles comme Parkinson ou toutes ces maladies qui altèrent la mémoire et pourtant, avant de mourir, ils disent des choses comme s'ils en avaient conscience, comme s'ils étaient là, comme si le cerveau
fonctionnait formidablement. Et dans le livre, effectivement, Mamouchka, Mamouchka, Pachimou, Pachimou, elle le dit juste avant de mourir. Et là, du coup, l'héroïne comprend l'immensité de cette question qui est presque de l'immensité de ce questionnement. Voilà. Mais pourquoi Et là, ma mère chérie. Et là, vous faites un travail de généalogie pour remonter le fil de l'histoire et savoir qui est Rebecca, qui est Salomon. Apparaissent des personnages et vous allez justement nous dire, d'après vous, Rebecca, qui était une pianiste talentueuse, cette douleur qu'elle traînait en elle, cette mélancolie permanente, comment l'avez-vous découverte et comment l'avez-vous interprétée? Alors, je l'ai pas découvert, hein, malheureusement. Je ne l'ai pas découvert puisque je n'ai jamais eu la possibilité, moi, d'en parler hein, avec quiconque. Donc, c'est vraiment une création dans le roman. J'ai voulu teinter ce personnage de très grande nostalgie et du coup, d'accompagner cette nostalgie par de la musique. Parce qu'il est vrai que Rebecca était pianiste. Et je trouvais beau de créer un univers, comme vous l'avez dit, à la fois poétique et musical. Alors, c'est vrai que c'est un univers empreint d'une poésie cosmique, hein, puisque je parle beaucoup des étoiles et des planètes. Alors, c'est peut-être un peu subtil dans le livre, mais bon, les étoiles et les planètes, les planètes, elles sont de l'ordre du vivant, et les étoiles, certaines sont de l'ordre en fait de la mort, hein, puisque quand on les voit, elles sont déjà mortes, en fait, ces étoiles. Donc, c'est important pour moi de mêler les deux dans le champ sémantique. Et cet univers, effectivement, poétique, cosmique, est complété par ce chant musical, sachant que dans l'univers, il y a également un chant musical. Hein. Donc, tout à fait. Et là, justement, dans le déroulement de cette histoire, qui est en partie autobiographique, qui est généalogique, mais qui reste quand même romanesque, vous parlez de la déportation. Et là, je vais vous inviter à lire en page 89, si vous le permettez, ce que vous apprenez sur la déportation justement de Rebecca et de Salomon. Vous voulez que je lise quel passage? Le 3e et 4e. Ils avaient donc été déportés à Auschwitz. Elle avait toujours cru qu'aucune personne de sa famille n'avait été déportée. La majorité des Juifs allemands avaient été déportés avant 1943. À cette date, les Juifs n'étaient plus libres en Allemagne. Ils avaient donc dû se cacher. Comment avaient-ils été trouvés? Que s'était-il passé? Elle apprenait bien plus. Elle apprenait la date et le lieu de naissance de Salomon. Elle pouvait désormais retrouver son acte de naissance et l'état civil de Rebecca et celui de la grand-mère. Cette grand-mère avec laquelle Raïssa avait vécu à Berlin de 1924 à 1926 avant de rejoindre Paris. Avait-elle été déportée, elle aussi? C'est toute une partie de l'histoire de sa famille qu'Anouchka découvrait d'un coup. Elle écrivit à 1h15 un SMS de 25 lignes à sa mère, synthétisant ce qu'elle avait appris. Puis, elle écrivit un mail au généalogiste pour l'en informer et lui demander d'entreprendre dans les meilleurs délais des recherches complémentaires. Oui. Plus loin, on saura que la grand-mère de Raïssa n'a pas été déportée. Elle est morte dans son lit. D'accord. J'ai l'impression quand même qu'il y a une femme qui est un petit peu absente de cette histoire, c'est votre mère. Oui. Alors, en réalité, elle n'est pas absente. Elle est très présente puisqu'elle l'accompagne dans toute la recherche et que Anouchka l'informe très régulièrement, comme elle vient de le faire. Là, elle écrit en fait des SMS très régulièrement de façon un peu compulsive à sa mère pour lui expliquer où elle en est. Et ensuite, sa mère n'est pas non plus absente. Au contraire, c'est peut-être une absence qui finalement exprime
une présence très forte comme celle de Rebecca. Moi, c'était très important pour moi de montrer que les secrets, que les non-dits se transmettent, même en sautant une génération. Donc ça, c'est le principe du transgénérationnel. L'intergénérationnel, c'est entre vivants. Le transgénérationnel, c'est à partir du moment où il y a des morts. Mais ça peut sauter des maillons. On le voit très bien aujourd'hui dans les très grands traumatismes, comment parfois d'une grand-mère, un secret de famille terrible, honteux, douloureux, indicible, n'est pas connu, la mère n'en parle pas, la mère semble absente, et c'est la petite fille qui en est finalement le réceptacle. Les scientifiques sont d'accord sur ce mécanisme-là, et moi c'est ce que j'ai voulu exprimer, comment Anouchka est le réceptacle de ce silence, sans que apparemment sa propre mère, Claudie, soit au courant, on va dire, d'une certaine façon. Pourtant, bien sûr que Claudie est une courroie de transmission, et bien sûr qu'elle est très présente. Et c'est pour ça que ça s'appelle le silence des matrioshkas, et c'est pour ça que ce sont des matrioshkas. C'est vraiment la transmission entre femmes d'une même lignée. C'est un roman sur la communication, bien sûr, et sur la transmission, bien sûr, mais en particulier entre femmes d'une même lignée. Donc, la mère d'Anouchka n'est pas absente, elle est moins présente. C'était volontaire dans ma création romanesque, mais elle n'est pas absente. Après, sur la partie que je viens de lire, sur la déportation, c'est vrai qu'elle cherche un certain nombre de choses, en fait, concernant Rebecca, qu'elle trouve, plus ou moins. Je ne veux pas révéler le livre, parce que Bien je sais sûr. qu'il y a des gens qui ne l'ont pas lu. Et puis, il y a des choses qu'elle trouve grâce aux généalogistes, qui sont des choses qu'elle ne cherchait pas. Et elle découvre la vie de Salomon qu'elle ne connaissait pas non plus. Et comment elle découvre Salomon, qui est le frère de Rebecca? Elle le découvre parce que le généalogiste trouve l'acte de naissance de Rebecca, et que dans l'acte de naissance, il y a écrit que le témoin est Salomon. Donc elle s'interroge au départ, elle se demande qui est ce Salomon, parce que ça pourrait être un voisin, ça peut être un ami. Et le généalogiste arrive à démontrer que c'était le frère de Rebecca. Et en effet, elle va entreprendre elle-même aussi des recherches grâce au site de Yad Vashem, et elle va découvrir que Salomon a été déporté. Donc une partie de sa famille a effectivement été déportée, mais ce n'est que Salomon qui a été déporté. Voilà. Et je dois dire que je dois rappeler que le généalogiste qui existe vraiment, qui organise des voyages dans les cimetières de Berlin pour pouvoir se recueillir sur la tombe des défunts dont certaines familles ignorent l'existence des stèles, qui s'appelle Eiko Klatt, qui fait un travail remarquable. Et il y a un passage touchant parce qu'il vous a même permis de retrouver, on ne dira pas ce qui s'est passé, Shmuel Markovitch, avec une histoire émouvante. Oui, le généalogiste qui effectivement a existé, qui existe encore, qui a une existence numérique, on peut le retrouver facilement, qui fait un travail absolument remarquable, et sans lequel le livre n'existerait pas. C'est important de... Tout à fait, tout à fait. Vous avez même retrouvé, enfin l'héroïne, vous voyez, je passe au vous, l'héroïne a même retrouvé des petits cousins au kibbutz, Dov et Simon. Oui. C'est émouvant. Je dois vraiment vous remercier pour ce livre qui est dédié à la vie qui triomphe, grâce à ce travail qui est un travail de mémoire cellulaire en fait. Oui. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de travaux remarquables qui sont faits sur la transmission. On parle beaucoup de la transmission des traumatismes. Je me suis quand même souvent interrogée sur est-ce qu'on pouvait aussi transmettre la joie, le bien-être, le bonheur. C'est vrai qu'on voit beaucoup de gens qui sont pleins d'énergie, très rayonnants, toujours très heureux. Et je me demande aussi si finalement, ils ne sont pas le fruit d'une transmission. Et ça pose la question du comment, en fait, comment on transmet ça. Et ça, c'est le travail, l'œuvre des scientifiques aujourd'hui. Je l'ai souvent dit, il y a tout un travail sur l'épigénétique aujourd'hui. Tout à fait. Voilà, qu'est-ce qu'on transmet, comment on le transmet. Et comme vous l'avez très justement dit, il y a tout un travail aussi sur la mémoire cellulaire, ce qui est tout à fait passionnant.
En tout cas, vous y arrivez très, très bien. Et je dois rappeler ce livre qui est un petit livre. Il y a 140 pages, mais c'est un petit bijou. Le silence des matrioshkas d'Anne Bassi aux éditions Bérangel. Merci Anne. Merci Monique. Quant à moi, chers amis, je vous dis à la semaine prochaine. Monique Nakache pour Paris Culture et Spectacle et Voix Plurielle, notre site internet. À très bientôt. À bientôt.